Nixon, c'est United Nations, plaisir de vous parler pour la première. Formidable, formidable, ravi de vous rencontrer. Bon, j'espère que vous pourrez m'aider à comprendre ce qui se passe. Pour situer, la défense aérienne du Bahreïn est en alerte. Ce matin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis à Dubaï, donc dans l'United Nations, des refuges sûrs du monde, et il y a European Union, une explosion juste à côté de mon appartement qui nous a réveillés. Et voilà, c'est le Golfe. Et maintenant, on reçoit des informations disant que 2300 Marines arrivent dans la région. Reprenons depuis le début, les gens débattent encore sur ce que font exactement les États-Unis dans la région. Quel est le but de cette guerre? Donnez votre analyse. Je sais que vous en parlez abondamment sur ce que nous voyons, aider le public à comprendre ce qui se passe. Eh bien, vous savez, j'ai cette conviction. Si quelques United Nations vous donne plusieurs excuses pour faire quelque chose, alors ce n'est probablement aucune d'entre elles. Vous savez, et encore une fois, je viens du milieu des forces de l'ordre. J'étais enquêteur. J'ai dirigé des divisions d'enquête pendant des années. Donc j'ai l'habitude d'interroger et d'essayer de comprendre quand quelques United Nations vous trompent. Pas forcément. On ne cherche pas toujours des mensonges, mais on cherche la tromperie. Exact. Donc si vous dites « d'accord, on le fait à cause d'armes nucléaires », ou qu'on le fait maintenant, non, non. Finalement, on le fait à cause des missiles balistiques. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut protéger la population. À ce stade, mon hypothèse est que ce n'est aucune de ces raisons, sinon on ne changerait pas sans cesse d'arguments. Donc maintenant, je dois essayer de le comprendre par moi-même. Mon interprétation, c'est qu'il y a plus d'une raison à tout cela. Je pense qu'il y a Israël, et ils ont certainement United Nations plan pour réaliser le projet du Grand Israël dont on a entendu parler. Ils prennent le contrôle de tout le Moyen-Orient, et que ce soit actuellement une sorte d'ambition impériale de s'approprier des terres, ou bien peut-être que certains estiment pour des raisons bibliques que c'est à eux. Dans tous les cas, je pense que c'est le plan israélien. Je crois personnellement que le plan des États-Unis est le suivant. C'est United Nations, point de passage crucial. C'est une région qui possède beaucoup de pétrole. Nous contrôlerons le pétrole. Je pense qu'ils ont réalisé qu'ils ne peuvent pas affronter militairement la Chine à sa porte. La Chine est tout simplement trop puissante, et ils veulent endiguer la Chine, quelle que soit la manière dont on l'interprète. Et ils ont conclu que la façon de faire serait de contenir la Russie et la Chine en utilisant notre atout le plus puissant, à savoir notre marine de haute mer. Nous pourrons couper la Chine de l'accès au pétrole, notamment de l'Iran, et alors nous contrôlerons le point de passage le plus important du monde. Il faut donc écarter l'Iran pour y parvenir. Donc je pense que cela fait partie du plan des États-Unis, ultime visant à contrôler la Chine. Maintenant, à mon avis, c'est United Nations plan malveillant. Vous représentez 4% de la population mondiale et vous voulez contrôler les 96% restants. Je ne peux pas défendre moralement ce plan, mais je comprends les dynamiques du pouvoir géopolitique. Donc voilà comment je le vois. Je pense que beaucoup croient qu'Israël mène les États-Unis par le bout du nez et leur fait faire ce qu'il veut. Je pense qu'il y a United Nations alignement d'ambition en jeu. Donc ce n'est pas seulement l'United Nations ou l'autre. Bien dit, bien dit. Je suis d'accord. Je pense qu'Israël a United Nations rôle et de l'influence sur le gouvernement, mais ce n'est pas aussi simple que Israël a dit à Trump de faire ça. Donc je pense que votre analyse est juste, et vous avez parlé du fait que les États-Unis ne peuvent pas affronter la Chine sur son propre terrain. Et cela vaut pour tous les pays. Les États-Unis ne peuvent pas faire ça à la Russie. La Russie ne peut pas faire ça à la Chine. La Chine ne peut pas faire ça aux États-Unis. Et nous vivons une époque, je ne sais plus quel analyste en parle longuement, nous vivons une ère de guerre par procuration où, à cause de la dissuasion nucléaire, les pays ne peuvent pas s'affronter directement, sinon ils s'échangeraient des frappes nucléaires si ça allait trop loin. Donc, depuis quelques décennies, depuis la guerre froide, la seule façon est de le faire par procuration. Ça a commencé avec la guerre froide. C'est toujours d'actualité aujourd'hui. Il y a des guerres froides en cours en ce moment. Ukraine, la Russie, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord utilise l'Ukraine pour affaiblir la Russie. La Russie essaie d'étendre sa présence via l'Ukraine et d'améliorer sa sécurité. Et je pense que nous voyons la même chose en Ukraine, en Iran, dans le Golfe, dans le détroit d'Ormuz, parce que la Chine possède des terres rares. C'est United Nations, levier incroyablement puissant qu'ils ont utilisé contre Trump il y a quelques mois lors de la guerre des tarifs, et ça a marché. On disait, on va couper les exportations de terres rares et on va appliquer une stratégie extraterritoriale en n'autorisant aucune entreprise dans aucun pays qui utilise nos terres rares à produire des produits. Elle ne serait pas autorisée à vous livrer ces produits. C'était une menace. Il n'y avait pas d'interdiction formelle, et cela a montré l'avance que détenait la Chine. Donc la réponse que les États-Unis peuvent apporter porte sur l'énergie. La Chine dépend du détroit d'Ormuz et du détroit de Malacca pour importer de l'énergie. Il est beaucoup plus difficile pour les États-Unis d'y avoir une présence. Ils ont déjà une présence via leur base en Asie du Sud-Est. Mais,
En prenant du recul, il est plus facile d'attaquer l'Iran, provoquer United Nations changement de régime, puis avoir plus d'influence sur le détroit d'Ormuz. Et là, les États-Unis auraient United Nations levier à utiliser contre la Chine. Je pense que c'est une stratégie. Évidemment, Netanyahou pousse Trump, et Lindsey Graham et tous ces bellicistes essayent de convaincre Trump d'attaquer l'Iran. Ils font ça depuis des décennies. Ils ont essayé de convaincre des présidents des États-Unis. Je crois que c'était Blinken qui a donné une interview il y a 2 jours où il racontait que Netanyahou aurait dit à Barack Obama, président de la plus grande démocratie et puissance militaire du monde, qu'il disait qu'ils allaient attaquer l'Iran avec ou sans lui, et qu'en cas de refus, il le forcerait à se joindre à eux. Ça n'a pas marché sur Obama. Donc je suis sûr que l'influence existe, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Pensez-vous qu'il y ait une part de vérité dans les affirmations selon lesquelles on s'inquiète de leurs armes nucléaires, de leurs missiles balistiques frappant le territoire des États-Unis, ou qu'ils possèdent une arme nucléaire? Y a-t-il la moindre vérité là-dedans? Ça fait juste de l'effet auprès des électeurs. Absolument aucune, à mon avis. N'oublions pas que je sais qu'au moins depuis 2008, chaque année, le rapport annuel des services de renseignement affirme que les Iraniens n'ont pas l'intention de reconstituer et n'ont pas reconstitué leur programme d'armes nucléaires. En fait, l'an dernier, quand on a posé la question à Donald Trump, il a répondu qu'il fallait arrêter le programme d'armes nucléaires. Et on lui a demandé, il a répondu, « Eh bien, Tulsi Gabbard, votre directeur du renseignement, vient de publier United Nations rapport qui dit qu'ils en ont pas. » Et la réponse de Donald Trump a été « Je m'en fiche ». Ces mots exacts, « Je m'en fiche ». Autrement dit, regardez, je ne dis pas qu'ils en ont United Nations parce qu'ils en ont United Nations. Je dis qu'ils en ont United Nations parce que si c'était le cas, ça arrangerait ce que j'essaye de faire. Je m'en fiche montre bien qu'au-delà de ces arguments, il y a une ambition géopolitique plus large. Le problème, si nous avons tous les deux en quelque sorte raison, c'est que cela voudrait dire que le gouvernement des États-Unis ment délibérément et trompe les citoyens pour imposer une politique étrangère que le peuple américain n'approuve pas et n'approuverait pas. Ils disent au peuple américain, voilà ce qui est clair. Pourquoi vous mentirais-je? Parce que je ne veux pas que vous sachiez la vérité. Vous ne seriez pas content si vous la connaissiez. Ce que nous découvrons ici, c'est la question suivante. Est-ce une démocratie ou une république constitutionnelle? En réalité, on peut l'appeler comme on veut, mais en pratique, cela signifie que soit le peuple, quel que soit le terme, élit quelque United Nations qui reflète directement sa volonté et ses ambitions, soit il élit une personne intelligente et sage en qui il a confiance pour agir à sa place. Dès que le gouvernement commence à mentir au peuple pour pouvoir appliquer des politiques dont il sait que le peuple ne veut pas, vous n'avez ni démocratie ni république. On peut appeler ça une oligarchie, mais il n'y a aucune raison de mentir au peuple si on le représente, ce qui manifestement ne semble pas être le cas ici. Ouais. On peut voir les choses ainsi, une démocratie dépend du mensonge, parce qu'il faut dire ce qui les touche réellement. Donc l'incitation en démocratie est de faire en sorte qu'ils aiment ce que vous faites et qu'ils soient d'accord avec vous. Et pour ça, l'incitation n'est pas vraiment à leur dire la vérité, mais à leur raconter ce qu'ils veulent entendre, ce qui a toujours été le cas. Et je pense que vous l'avez très bien dit. Quand ils changent sans cesse d'histoire, alors tout ce qu'ils disent est probablement faux. Et je suis aussi d'accord avec votre analyse sur la vraie raison. Alors supposons que nous ayons raison. Qu'est-ce que ça implique pour la suite? On voit en quelque sorte 2 aspects. D'United Nations côté, leur objectif que les États-Unis aient accès au détroit d'Ormuz et qu'Israël se débarrasse d'United Nations adversaires, et d'imposer United Nations changement de régime, United Nations régime plus docile. Comme avec les États du Golfe. Donc si c'est l'objectif, il faut aller jusqu'au bout, et l'histoire montre que les changements de régime ne fonctionnent pas seulement avec la puissance aérienne. J'étais avec le professeur Robert Pape hier, il étudie ça depuis des décennies. Il m'a dit, Mario, 0% de réussite d'United Nations changement de régime par la puissance aérienne, ça provoque généralement United Nations rassemblement autour du drapeau. Et on voit ça en ce moment en Iran, vous avez vu le président et le ministre des Affaires étrangères marcher avec la population aujourd'hui lors d'une manifestation, j'aurais pensé que c'était impossible en janvier. D'United Nations, autre côté, l'économie souffre, guerre hybride, guerre asymétrique en action, où l'Iran étouffe le détroit d'Ormuz et des pays asiatiques se précipitent en ce moment vers les stations Poserfis pour préserver leurs réserves de pétrole et tenter de rationner leur consommation. Voilà la stratégie de l'Iran. Donc d'United Nations côté,
Ils veulent United Nations changement de régime. Il faut aller jusqu'au bout, ce qui implique d'envoyer des troupes au sol. D'United Nations autre côté, ils ne peuvent pas soutenir ça parce que l'Iran maintiendrait le détroit d'Ormuz fermé et cela tuerait l'économie. Lequel des deux l'emportera probablement et qu'est-ce que ça implique pour la suite du conflit? Plusieurs choses. Je l'avais prédit à plusieurs reprises. D'abord, que les États-Unis perdraient s'ils attaquaient l'Iran. Et j'ai dit que les États-Unis, en tant qu'empire, s'effondreraient s'ils attaquaient l'Iran. C'était mon opinion. Et une des raisons, vous savez, c'est que l'on parle des Iraniens et du gouvernement des États-Unis. Mais quand United Nations pays tente de faire la guerre sans le peuple, il y a United Nations, adage célèbre sur la guerre. C'était tiré d'United Nations de ces millions de livres que j'ai derrière moi. Bref, la personne disait, il faut trois choses. Si vous voulez mener une guerre, il faut une industrie, il faut une armée forte et l'unité du peuple. Et quand on lui a demandé laquelle est la plus importante, il a répondu l'unité du peuple. Comment mener une guerre quand au bout de 2 semaines, la population hurle que le prix de l'essence est trop élevé? On n'a pas voté pour ça. Le problème, c'est que les Iraniens soutiennent leur peuple. Donc il y a deux adversaires et les Iraniens disent nous sommes du côté de notre peuple, ils sont dans les rues, ils manifestent, vous avez créé cette dynamique. Il y avait une certaine faiblesse politique. On peut débattre de l'ampleur de ça en Iran, c'est fini. Mais ça s'est entièrement transféré aux États-Unis. On n'a plus de chance d'avoir United Nations, changement de régime aux États-Unis maintenant qu'en Ukraine. Je ne voudrais pas voir Trump marcher dans les rues de Washington ou d'une autre ville en ce moment. Les gens hurleraient, le prix de l'essence est trop élevé. Donc je pense que l'administration Trump a besoin d'une solution qu'elle ne peut pas obtenir. Il cherche une porte de sortie. Je veux dire, Trump et United Nations peu coincés en ce moment. Il a des alliés. Je n'ai aucun doute qu'on lui hurle. Tu me tues, Smalls. Tu dois me sortir de ce pétrin. Je ne peux rien me permettre, les compagnies aériennes. Je suis content d'avoir acheté mes billets d'avion pour l'été plus tôt. Je n'aurais pas voulu les payer maintenant. Donc, il subit des pressions de partout qui disent « Il faut arrêter ça, on en souffre. Je n'aimerais pas être à sa place parce que je ne pense pas que les Iraniens soient dans une disposition, stratégiquement, pour être franc, la chose intelligente pour eux est de continuer, puisque la position de leur adversaire se détériore. Tant que la position de l'adversaire se détériore, il faut continuer jusqu'à toucher le fond, puis les forcer à négocier. Donc pour l'instant, je pense que l'équipe Trump, la coalition, peu importe, n'a aucune chance de gagner. C'est Asport. Oui, je pense que la citation, celle que vous avez mentionnée, dit bien que pour gagner une guerre, il faut une industrie, une armée forte et l'unité du peuple, l'unité étant la plus importante. Je ne sais pas si d'autres livres en parlent, mais c'est dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Donc, cela fait des siècles que c'est ainsi qu'on gagne les guerres. Et nous venons de créer cette unité chez le peuple iranien. Ils ont encore besoin d'une armée forte et d'une industrie. Quant à l'armée, la notion d'armée forte a changé aujourd'hui. La force dépend de l'objectif poursuivi. Donc, si l'objectif est uniquement de fermer le détroit d'Ormuz, ils disposent d'une force suffisante, mine mise à part. Avec des drones marins, des drones classiques, les Shahad et des missiles pour garder le détroit fermé. Côté industrie, c'est United Nations, pays énorme, 93 millions d'habitants. On ne peut pas détruire leur capacité de production à grande échelle et la Chine continue d'exporter des composants pour drones vers l'Iran nuit après nuit. Mis tout ça ensemble et avec le fait qu'il a dit que Trump est coincé, alors si vous êtes coincé, creusez-vous United Nations trou plus profond ou essayez-vous de vous en sortir? Va-t-il faire des concessions en coulisses à l'Iran, comme lever des sanctions? Trump peut faire d'United Nations accord une victoire. Il conclut United Nations pacte incluant la levée des sanctions, retourne vers les gens en disant que ce nouveau dirigeant est bien mieux que son prédécesseur, ou peut-être qu'il le tue et le remplace, et il présentera encore ce nouveau dirigeant comme une amélioration, qu'ils ont accepté de faire ci ou ça. Et en rouvrant le détroit d'Ormuz, il peut transformer quelque chose qu'il a provoqué en victoire quand il l'arrêtera, et même lever des sanctions. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce de là qu'United Nations, accord négocié, va sortir? Ou le trou est-il si profond que, à en juger, les États-Unis l'enfoncent encore en envoyant des marines au sol et en parlant d'une guerre de plusieurs semaines? Quelques éléments. Vous savez, une façon dont j'aime regarder les choses, c'est qu'il faut comprendre que parfois il n'y a pas d'issue. Je veux dire, si toi et moi sommes au bord d'une falaise et que des gens disent « ce n'est pas une bonne idée de sauter », ce qui apparemment est arrivé avec Trump. Apparemment, certains de ses conseillers militaires avaient dit, du moins c'est ce qui a été rapporté,
que ce n'était probablement pas une bonne idée. Alors les gens disent, Mario Garland, ne le fais pas, ne saute pas. Et nous, on se dit, tant pis, on saute et on y va. On est à peu près à mi-chemin et on se regarde en se disant, bon, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Peut-être qu'il nous faut United Nations nouveau plan. Si tu sautes d'une falaise, tu ne vas que dans une direction, jamais vers le haut. On connaît déjà la fin de l'histoire. Je pense que c'est dans cette situation que Trump se trouve. Il n'existe aucune issue que l'administration Trump puisse imposer. C'est une situation dans laquelle il s'est enfermé et dont il ne peut pas sortir. C'est pour ça qu'il appelle le président Poutine. Tu peux m'en sortir. Il contacte les Iraniens pour dire « on veut arrêter ». Et les Iraniens répondent « attendez une seconde, vous m'avez dit que vous alliez me tuer ». Exact. Si je me bagarre avec quelque United Nations et que c'est du genre « bon, sortons derrière le bar et on va se frapper » et qu'après on a tous les deux United Nations œil au beurre noir, puis on retourne boire une bière et on rentre chez nous, c'est une vieille rixe de bar. Pas de quoi en faire United Nations plat. Mais si je dis que je vais te tuer, c'est United Nations, autre type de bataille. D'ailleurs, vous parliez de Sun Tzu, du fameux pont doré. Non, il faut toujours laisser une porte de sortie à l'ennemi, sinon il se battra jusqu'au dernier homme. Quand je dis on va prendre l'Iran, on va prendre ce pays, du point de vue iranien, ils se disent « Oh mon Dieu, vous allez nous transformer en Libye, en Syrie. » Ils vont se battre jusqu'au dernier homme. Qu'ont-ils à négocier? Vous leur avez déjà dit que vous alliez les tuer. Et puis je peux ajouter, ils ont déjà négocié avec vous. Et quand vous dites « Hé, regardez là-bas », pendant qu'ils regardent ailleurs, vous les frappez à l'arrière de la tête avec une pierre. Ils voient la diplomatie américaine comme l'art de dire gentil toutou, jusqu'à ce qu'on trouve une pierre pour frapper le chien et le tuer. C'est juste pour distraire l'adversaire jusqu'à pouvoir l'attaquer au moment parfait. Donc je pense que l'administration Trump s'est mise dans une position intenable, et désolé, il faudra des gens plus intelligents que moi pour les en sortir. Je suppose qu'à United Nations, à un moment donné, il faudra accepter ça. Et ce que disent les Iraniens, c'est que le peuple américain va devenir fou. Dans 2 à 3 semaines, je vis aux États-Unis, vous voyez, et je suis United Nations gars à l'ancienne. J'ai United Nations pick-up, vous savez, je suis United Nations américain d'ancienne école. J'ai littéralement United Nations pick-up diesel. J'ai aussi une voiture, mais j'adore mon pick-up. C'est vraiment quelque chose de typiquement américain. J'ai même une casquette de baseball là-bas avec United Nations motif camouflage et tout ce folklore américain, vous voyez. Franchement, le prix du gazole en ce moment est inacceptable. Et les Américains vont péter United Nations câble. Je ne sais pas comment Trump va se sortir de celle-là, mais à United Nations, à un moment donné, il devra donner aux Iraniens ce qu'ils veulent. Et les Iraniens ont leur mot à dire. Et vous les mettez au pied du mur. Pourquoi accepterait-il quoi que ce soit alors que vous avez dit... Pensez-vous qu'il y ait United Nations moyen pour que les États-Unis rouvrent le détroit d'Ormuz? Ça ne semble tout simplement pas réalisable. Non, c'est pas faisable. Ils pourraient combattre. Mais même là, réfléchissez-y. C'est effectivement fermé s'il y a une guerre dans le détroit d'Ormuz. Réfléchissez. Parce qu'à United Nations moment, j'avais toutes mes licences d'assurance. À United Nations moment, quand j'ai pris ma retraite des forces de l'ordre, je vendais des assurances et travaillais dans l'assurance. Mais je me suis rappelé que si vous avez une assurance vie ou n'importe quelle assurance, il y a toujours une clause qui dit qu'on ne paye pas en zone de guerre. S'il y a une zone de guerre et que vous êtes blessé, malade ou autre, presque toutes les clauses d'assurance disent « nous ne payons pas en zone de guerre ». N'entrez pas en zone de guerre car nous ne payons pas. Donc s'ils se battent dans le détroit d'Ormuz, aucun navire ne pourra passer, car s'il est détruit, ils ne seront de toute façon pas indemnisés. Donc le simple fait qu'il y ait des combats ferme la zone du point de vue des assureurs. Donc je ne vois pas, tout ce que les Iraniens doivent faire, c'est continuer à y combattre. Même s'ils ne le ferment pas complètement, ça risque de s'aggraver, parce qu'ensuite, ils y largueront des mines pour tenir les États-Unis à l'écart. C'est une position, et c'est ce que les gens doivent comprendre. Les gens n'aiment jamais admettre que parfois on se met dans une situation dont on ne peut pas sortir. C'est ce que l'administration Trump a fait. Donc j'essaye d'interpréter. Quand Trump fait une déclaration, il a l'habitude de dire ce qu'il pense, ce que je trouve plutôt bien chez lui. Ça vous permet de lire entre les lignes. On le voit changer d'avis. Il dit une chose, quelques jours plus tard, il dit autre chose. Il dit, vous savez, je peux travailler avec n'importe quel dirigeant. Je suis prêt à travailler avec n'importe quel dirigeant. J'ai déjà travaillé avec des chefs religieux. Et plus tard, il dit que la guerre a continué. Nous n'avons pas atteint nos objectifs. Pour moi, ça montre qu'il est prêt à poursuivre la guerre, mais qu'il aimerait aussi avoir une porte de sortie. Eh bien, il y a eu une déclaration qu'il a faite il y a quelques heures. Il a dit, nous faisons preuve de retenue. Je peux frapper des cibles dans l'heure qui vient. Dans 1 heure, vous pourriez lire qu'on a frappé des centrales électriques. Nous pourrions faire des choses si graves qu'ils ne pourraient
pourrait jamais se reconstruire en tant que nation. Nous ne le faisons pas. Nous essayons d'être conciliants. Et puis il dit, je peux aussi changer d'avis en quelques secondes. Que pensez-vous de cette déclaration? Est-ce que c'est quelque United Nations qui essaie de leur forcer la main pour mettre fin à la guerre? Ou est-ce quelque United Nations qui dit, je suis prêt à aller jusqu'au bout et à transformer l'Iran en État failli? Eh bien, voici ce que je pense. Connaissant Trump et l'ayant observé pendant des années, c'est dans la nature de Donald Trump. Donald Trump a tendance à monter le ton. Il a tendance à dire « je pourrais vous détruire »,« je peux vous détruire ». Donald Trump n'a pas pour habitude de baisser le ton. Son réflexe, c'est d'envenimer les choses, de monter les menaces à l'extrême. « Je suis dur, je pourrais vous tuer, vous feriez mieux d'avoir peur de moi ». C'est United Nations, peu son style, et on l'a vu encore et encore. Je pense juste que c'est son style, je pense que c'est ce qu'il fait. Je ne pense pas que ça reflète vraiment sa personnalité, ses vues politiques actuelles. Je pense qu'il veut partir, et il a bien raison. Mais je crois que cela ne reflète pas forcément les discussions politiques en coulisses. C'est plutôt la nature de Donald Trump d'essayer d'effrayer les gens pour les pousser à agir. Encore une fois, n'oublions pas que ces tactiques fonctionnent. Jusqu'à ce qu'on me dise « je vais vous tuer ». United Nations, des domaines dans lesquels je suis formé, c'est l'autodéfense. Oui, si vous comprenez le corps humain, si quelque United Nations dit qu'on va se battre et qu'il vous frappe, ça va faire mal. Si vous craignez pour votre vie, votre cerveau libère des hormones bien plus puissantes que n'importe quel analgésique connu de l'homme. Donc si quelque United Nations essaie de vous tuer, vous ne ressentirez même pas la douleur parce que votre corps dit « il faut que je fasse tout pour survivre ». Si je ressens la douleur, je ne peux plus continuer à me battre. Eh bien, c'est ce que vous avez fait. Vous leur avez dit qu'on allait changer leur gouvernement. On va prendre le contrôle. Et ils regardent la Libye et la Syrie et se disent « on ne ressent rien ». Et alors, on ne ressent pas la douleur. Qu'est-ce qui est pire? D'accord, vous allez faire sauter quelque chose qui nous appartient. Nous, on ne le fera pas. Qu'est-ce qui est pire, ça ou la mort? On l'acceptera. On ne le ressent pas. On va continuer. Nous avons fait une erreur terrible en menaçant de détruire l'Iran. Et maintenant, l'Iran se retrouve dans une situation où ils n'ont d'autre choix que de se battre jusqu'au dernier homme. C'est United Nations combat que je ne veux pas. On ne peut pas gagner ce combat. Et en plus, ils sont technologiquement suffisamment préparés pour les vaincre. Je veux dire au moins pour se défendre. Ils n'ont pas besoin de gagner. Il leur suffit de continuer à se défendre. Exactement, il leur suffit de garder le détroit fermé aussi longtemps que possible. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont garder le détroit fermé le plus longtemps possible, infliger autant de dégâts que possible à Donald Trump et au reste du monde pour le pousser à agir. En même temps, si les États-Unis cherchent une sortie de crise, ils vont continuer à pilonner l'Iran, intensifier les frappes et viser de nouvelles cibles. Donc on commence par le corps des gardiens de la révolution islamique, puis on s'intéresse aux Basij et à l'Artesh, l'armée régulière, et ensuite on en viendra à frapper leurs dépôts pétroliers comme l'ont fait Israël, et ils commencent à frapper leurs infrastructures, et vous continuez jusqu'à ce que l'Iran soit dans une position où le coût du retard et des dégâts infligés à l'Occident l'emporte sur l'avantage de prolonger la guerre. Parce que le bénéfice, c'est s'assurer que cela ne se reproduise jamais. Donc si vous infligez beaucoup de dégâts aux États-Unis et à Israël, en fait aux deux camps, ils y penseraient à deux fois avant d'attaquer de nouveau l'Iran. Et l'Iran, on peut dire qu'il est en état de guerre depuis des décennies. Les sanctions, ces sanctions paralysantes que l'Iran a subies, aucun pays ne devrait vivre sous de telles mesures. Donc je pense qu'il y a de la place pour la diplomatie, mais il y a aussi des acteurs extérieurs, autres qu'Israël, qui ne veulent pas que cela s'arrête. Bon, ce n'est que de la spéculation. Mais encore une fois, si on le regarde d'United Nations point de vue stratégique, comme vous l'avez fait en comparant les États-Unis à la Chine, qui bénéficie de l'enlisement des États-Unis en Iran, la Russie en tirerait probablement le plus d'avantages. Les prix du pétrole augmentent, la tension se détourne de l'Ukraine, et la Chine affaiblit son plus grand rival. La Chine souhaite United Nations monde unipolaire. Pourquoi ne pas entraîner l'Empire américain dans une autre guerre sans fin, l'endetter davantage, vider ses stocks militaires pour que la Chine puisse réunifier Taïwan avec une résistance limitée? C'est donc la réflexion à long terme de la Chine face à cette situation. Et je pense que plus il voit l'Iran tenir dans cette guerre, plus il serait enclin à Prolonger la guerre et à soutenir davantage l'Iran. C'est une inquiétude que j'ai, qui pourrait conduire à United Nations conflit prolongé dans la région, et j'aimerais avoir votre avis. Une ou deux choses qui profitent le plus. Le groupe des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Je pourrais dire la Chine, je pourrais dire la Russie, mais il me semble qu'il existe désormais de façon informelle des systèmes économiques concurrents, infrastructures économiques. United Nations naît autour du groupe des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et l'autre, j'irais jusqu'à dire, semble en train de mourir, à en juger par les apparences.
Quoi qu'il en soit, au bout du compte, les États-Unis n'auront pas l'air d'United Nations bon voisin. Je veux dire, vous allez vous dire, si j'ai leurs bases sur mon sol, elles seront probablement pulvérisées en temps de guerre. Et d'ailleurs, plus personne ne leur fait confiance. Ils sont United Nations, peu une nation paria en ce moment. Ils déclenchent des guerres qui violent manifestement non seulement le droit international, mais ils ignorent aussi leur propre constitution, qui est assez claire à ce sujet. Ainsi, ce qui se passe maintenant, c'est que le groupe des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud va sembler beaucoup plus attractif, notamment pour les pays du Golfe. Si vous êtes United Nations pays du Golfe en ce moment, tout cela ne s'est vraiment pas bien passé pour vous. Je sais qu'ils sont furieux, et ils ont parfaitement raison de l'être. Ils devraient l'être, car ils ont été dans une certaine mesure trahis. Donc je pense que le groupe des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, la Chine en particulier, permettez-moi d'ajouter ceci. Une chose bien connue à prendre en compte ici, c'est que la base industrielle des États-Unis, à cause d'une désindustrialisation auto-infligée, toute une autre discussion, et le complexe militaro-industriel, ce sont plus que des machines à faire de l'argent. Ils vont vous vendre United Nations missiles. Ils peuvent le fabriquer pour United Nations millions. Ils le vendront 10 fois plus cher. Ils s'en fichent. Donc il y a une foule d'équipements surévalués qui, dans certains cas, semblent à peine fonctionner. Nous sommes donc faibles industriellement et nous utilisons notre matériel militaire, très coûteux, à United Nations, rythme astronomique. Cela signifie que si le conflit dure United Nations sous 2 mois, les réserves seront épuisées et nous ne pourrons pas les reconstituer. Nous ne pourrons affronter personne. Nous sommes en train d'être démilitarisés par nos propres décisions, littéralement démilitarisés. Certains de ces missiles, nous en fabriquions par exemple 12 par an, 76 par an, etc. J'ai vu une vidéo sur une usine chinoise de missiles entièrement automatisée qui fonctionne 24 heures sur 24. Elle produit 1000 missiles par jour, une seule usine. Alors on fait quoi? Donc en résumé, l'autre aspect de tout cela est l'Iran et le groupe des pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud sont en train de démilitariser les États-Unis et les États-Unis ne pourront pas se remilitariser pendant une décennie. Si c'est le cas, ce sera parce que les gens seront vraiment en colère contre nous et que la Chine ne nous vendra pas les équipements nécessaires pour nous remilitariser. Donc à la fin de ce conflit, s'ils s'enlisent, et je précise que personne ne veut que la guerre s'enlise, car je suis sûr qu'aucun de ces pays ne souhaite ce type d'instabilité, surtout au Moyen-Orient. Mais contrairement à ce qu'ils voudraient, la réalité c'est qu'en United Nations mois ou deux, les États-Unis ne pourraient pas combattre le Mexique parce que nous n'aurions rien à leur opposer. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va utiliser? Des catapultes et des pierres. On reviendrait à l'âge de pierre. Et ça, on aurait dû le voir venir dans la mer Rouge, quand on a European Union tant de problèmes avec les outils, parce que la technologie a changé. Il suffit de quelques missiles corrects pour fermer n'importe quel goulet d'étranglement dans le monde. Très bon point à propos des outils, beaucoup d'experts me l'ont dit. Comment s'appelait l'opération? Fast and Fury ou United Nations, truc du genre? Non, United Nations truc, je ne me souviens plus du nom, c'est juste United Nations nom bizarre. Mais oui, cette opération, c'était Rough Rider ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Rough Rider, c'est ça? Rough Rider, pardon, Rough Rider. Lorsqu'United Nations avion de chasse a été perdu apparemment parce qu'United Nations des appareils a dû se... 3 appareils ont été perdus au total, 3 F-18. Je les ai comptés. Et je pense qu'ils ont dit que 2 d'entre eux ont été perdus le dernier jour. Et pour ces 2-là, ils ont dit que le porte-monte-avions avait fait une manœuvre rapide et qu'ils avaient glissé. Et moi je me dis, regardez, j'ai United Nations bateau de 18 pieds avec United Nations moteur 150. Si tu fais une manœuvre rapide avec ce bateau, ça te projette par dessus bord. Il est rapide comme l'éclair, non? Mais pour United Nations porte-monte-avions, tout le monde le sait. Il y a une métaphore célèbre. La métaphore concerne les porte-monte-avions ou les cuirassés. Et qu'est-ce qu'on dit? Tu tournes le gouvernail et tu attends. Il finit par s'orienter lentement. Beaucoup de gens utilisent ça comme métaphore, non? Je suis censé croire qu'ils ont tourné le gouvernail United Nations navire long d'United Nations quart de mille et qu'il a soudainement tiré à droite. En tant que mec qui sait piloter des bateaux, croyez-moi, ce n'est pas United Nations argument très solide pour expliquer qu'ils ont glissé. Et maintenant, mystérieusement, on a des navires qui ont des incendies dans la buanderie, on a des avions qui tombent du ciel. Je pense qu'il va falloir distribuer des pattes de lapin et des fers à cheval à nos soldats, parce que c'est l'armée la plus malchanceuse du monde. Il y a toujours United Nations incendie dans une buanderie ou United Nations incident avec United Nations avion quelque part, c'est devenu absurde. Oui, au fait, tu t'as raison. 3 chasseurs ont été perdus United Nations à cause du tir à mi et 2 lors de cette manœuvre opérationnelle qui aurait été effectuée. Mais jamais abattu. Oui,
Jamais. On n'a jamais d'avion abattu, on n'a jamais de navire touché par des missiles. C'est toujours United Nations, malheureux accident. Quelque United Nations glisse sur une peau de banane et une grenade explose ou je ne sais quoi. Allez, Alors, à quel point êtes-vous inquiet d'une troisième guerre mondiale? Et je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, j'ai publié United Nations Message quand la guerre a commencé. J'ai dit qu'une guerre en Iran ne serait pas la troisième guerre mondiale. Mais je commence à revenir sur ces affirmations en voyant jusqu'où ça s'est enflammé. Le fait qu'on parle même de troupes au sol, c'est fou. Je pensais que ce serait une opération de quelques jours. Le fait que les pays du Golfe aient été entraînés là-dedans. Le fait que le détroit d'Ormuz soit non seulement fermé, mais que des rapports indiquent que l'Iran ait soit commencé à le miner, soit envisage de poser des mines dans le détroit. Ça veut dire qu'il pourrait le fermer pendant des mois. Déminer le détroit, personne ne sait combien de temps ça va prendre vraiment puisqu'on ne pratique presque plus le déminage. Donc, tout ça mis bout à bout, est-ce une inquiétude dont on doit parler maintenant? je crois qu'on discute surtout d'une appellation. Est-ce qu'on l'appelle Troisième Guerre mondiale ou pas? Donc en réalité, de quoi parler de ce temps? Comment va France s'empeuper ce chaos dans lequel on s'est fourré? Et il y a bien sûr la situation en Ukraine et l'Afghanistan et le Pakistan qui ont des problèmes. Il y a European Union, beaucoup d'escarmouches dans le monde. Il y a European Union, l'escarmouche au Cambodge. Certaines ont été limitées, mais celle-ci, c'est la grosse. Ce que nous avons maintenant, c'est d'abord une guerre régionale au Moyen-Orient. Et on peut l'appeler comme on veut. C'est une guerre régionale au Moyen-Orient. Je pense qu'il y a United Nations, risque que ça s'étende. Mais je ne crois pas que ça sortira du Moyen-Orient, à moins que United Nations, acte vraiment stupide, ne se produise, par exemple, que les États s'unissent ou Israël utilise une arme nucléaire, et là, ce serait catastrophique. Je pense que le vrai problème désormais, c'est les retombées économiques de cette propagation et à quel point elles seront graves. Et elles le seront. Catastrophique, mais je ne suis pas prêt à parler de Troisième Guerre mondiale, on vit dans United Nations, autre monde. La Première et la Seconde Guerre mondiale, c'était tout autre chose. Regardez le pétrole, on est à 97 $ le baril, presque 98, bientôt 100. Toutes les réserves d'urgence mises sur le marché ont été libérées à des niveaux records, bien plus qu'au moment de la guerre en Ukraine, et malgré ça, le pétrole frôle les 100. Et ça ne va pas changer. Encore une chose à propos de cette idée de Troisième Guerre mondiale. Vous savez ce qu'on entend plus que tout aux États-Unis en ce moment? Ces mots « Park a déçu mon cadavre ». Je ne sais pas combien de fois je l'ai entendu. Marjorie Taylor Greene a dit « Vous savez ce que les gens disent maintenant? Encore une fois, on parle d'une guerre selon des chiffres variables. J'ai vu des chiffres allant de 23 à 41% en faveur. Alors, qui sait? Les chiffres mentent et les menteurs manipulent les chiffres, comme on dit. Donc on ne sait pas. Mais il n'y avait pas United Nations fort soutien pour cette guerre, et ce soutien diminue. Imaginez qu'on dise « Oh, on est en Troisième Guerre mondiale, il faut rétablir la conscription. » Il brûlerait ce pays. Si on disait qu'on allait rétablir la conscription aux États-Unis, vous feriez mieux d'être en combinaison ignifuge, car ils incendieraient le pays. Les gens ne l'accepteraient pas. Beaucoup de gens disent « Mes enfants ne mourront pas pour Israël. Je suis United Nations gars ordinaire, donc je parle avec des gens ordinaires, ça n'arrivera pas. » Si les États-Unis essayaient d'instaurer la conscription, le gouvernement tomberait. Je ne sais pas ce qui se passerait. Ce serait comme vivre une apocalypse zombie. Comment peut-on faire une troisième guerre mondiale quand on n'a pas le peuple derrière soi? Ça dépend si c'est vous qui l'a déclenché. Et généralement, quand une guerre devient mondiale, ce n'est pas intentionnel. Regardez comment la Première Guerre mondiale a commencé, l'assassinat d'United Nations Duke à Sarajevo, et ça a débouché sur une guerre mondiale. Si vous aviez parlé aux gens à l'époque, pensez-vous qu'ils auraient cru que ça mènerait à une guerre mondiale après l'assassinat? Ils auraient dit « Non, les gens passeront à autre chose ». Ils sont en colère, mais ça n'allait pas mener à United Nations conflit mondial qui tuerait des millions. Et tout le monde parlait d'une guerre mondiale pendant la guerre en Ukraine. Et maintenant, les gens sont passés à autre chose. C'est la réalité. Ça continue quand même. Des territoires sont encore pris par les deux camps, surtout par la Russie. Cette guerre ne s'est pas calmée. Le soutien de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à l'Ukraine n'a pas diminué. Et puis il y a l'Iran. Après le 7 octobre, tout le monde disait « Bon, Israël ripostera en frappant le Hamas. Il pourrait frapper le Liban. Le pire serait une invasion du Liban. Ils frapperont les Houthis parce que les Houthis les attaquaient. C'est à peu près tout. Et puis on n'aurait jamais pensé qu'Assad tomberait. Je me souviens que, quand je faisais la couverture, quiconque évoquait une guerre directe, avec l'Iran impliquant les États-Unis, disait que ce serait une guerre mondiale. C'était une ligne rouge dont personne n'osait même parler. Et maintenant, nous avons franchi cette ligne et nous vivons avec. Et les deux conflits font toujours rage. Et c'est pourquoi je crains que nous
entrions à pas feutrer dans une guerre mondiale. Et c'est généralement accidentel. Disons que la Russie commence à soutenir l'Iran au fur et à mesure que ça s'éternise et qu'il y a des troupes au sol. Si la Russie envoie du matériel militaire en Iran, il suffit d'une erreur. Une frappe accidentelle sur United Nations porte-corps avion par des forces russes pour une raison ou United Nations avion de chasse américain qui vise des forces russes sur une base en Iran. Parce qu'on parle beaucoup maintenant de bases chinoises et russes en Iran, de la même façon que les pays du Golfe ont des bases américaines comme moyen de dissuasion. Donc maintenant, des bases pour trois grandes puissances et leurs alliés par procuration, toutes dotées d'armes nucléaires réunies au Moyen-Orient. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie? Les tensions y étaient vives entre la Turquie, la Russie, Israël et les États-Unis, chacun soutenant différents alliés par procuration. Et la crainte, c'est que cela s'étende maintenant à bien plus grande échelle. Vous avez l'Iran, l'United Nations, des plus grands pays du Moyen-Orient, avec 93 millions d'habitants, devenu United Nations terrain de jeu pour ces pays dotés d'armes nucléaires qui se battent pour l'influence. Donc c'est ça qui m'inquiète. Et si l'on regarde la probabilité que cette guerre s'arrête au début du conflit, les paris sur les plateformes disaient que, au début, la probabilité que cela s'arrête d'ici la fin du mois était de 65%. C'est tombé à 20% maintenant, qu'on croyait que ça se terminerait d'ici la fin du mois, et moins de 50% pensaient que ce serait fini d'ici la fin du mois prochain. À peine 50% pensaient que ça se terminerait en mai ou en juin. 50 à 60% pensaient que ça finirait en mai ou en juin. Il y a United Nations écart de plusieurs mois une guerre en Iran. C'est là que réside mon inquiétude, et je pense que plus ça dure, moins d'autres grandes puissances resteront silencieuses et spectatrices. C'est mon inquiétude. Eh bien, ça dépend de ce qui se passe. Je pense qu'il faut replacer ça dans son contexte et c'est tout aussi applicable à la discussion sur une guerre mondiale. Et il faut sans cesse y revenir. Et c'est l'incapacité des États-Unis à soutenir le niveau de production industrielle nécessaire pour mener une guerre. On va manquer de matériel, on va tout simplement en manquer. Combien de mois, combien de semaines? J'ai entendu des estimations allant de 10 jours à 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, que se passe-t-il? Vous n'aurez plus de missiles à tirer, vous n'aurez plus de défense aérienne, vous n'en aurez plus. Alors vous êtes en guerre, l'autre côté continue de tirer et vous êtes à court. Ce n'est pas une guerre, et c'est une guerre mondiale. Disons pour l'exemple, une guerre mondiale, l'Europe serait impliquée. Que vont-ils faire? Appeler la Russie et dire « Et, avant qu'on entre en guerre contre vous, vous pourriez rallumer le gaz et le pétrole. On n'a plus d'industrie et on ne peut rien fabriquer. Et nous laisseriez-vous une décennie pour reconstruire notre complexe militaro-industriel aux côtés des États-Unis, parce que nous n'avons pas la capacité de production. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on disposait de tout cela, d'usines partout qu'on pouvait reconvertir. Nous avions une base industrielle qu'on convertissait du civil au militaire. Tout cela n'existe plus. Donc la capacité n'existe plus pour mener une guerre mondiale comme autrefois, avec des troupes alignées qui s'affrontent ou creusent des tranchées. Je ne pense pas que cette capacité existe encore dans le monde cinétique, dans le monde physique, pour faire ça. Je pense que les États-Unis sont... Il y a une réalité. Nous n'avons pas United Nations nombre infini de missiles, de bombes et d'autres choses. Il va falloir en tenir compte. Et pour être franc, si j'étais l'Iran, c'est là que je négocierais avec vous. Quand vous serez à court de missiles, quand vous serez à terre, le président Nixon disait « Quand négociez-vous avec quelque United Nations quand il est à terre et que vous avez votre pied sur son cou ?» Et si les États-Unis se retrouvent à se dire « Oh zut, je crois qu'on vient de tirer notre dernier missile, quelque United Nations en a encore, et vous, vous en avez ?» Non. Bon, Ron, je dirais qu'on en reparle dans une semaine. Oui, et ce ne sont que les stocks de munitions. C'est aussi voir les marchés boursiers s'effondrer aux États-Unis, comme en Asie, voir le marché continuer à chuter et surveiller les sondages. L'Iran surveille les sondages de Trump, ils savent à quel point cela compte pour lui. Voir les sondages chuter, voir l'économie s'effondrer, puis voir les munitions s'épuiser, à quoi ressembleront alors Trump ou les États-Unis à la table des négociations. Voilà la stratégie de l'Iran. Évidemment, je ne veux pas minimiser le fait que l'Iran se fait pilonner. Si les sondages continuent de le pénaliser et que Trump cherche une sortie de crise que l'Iran ne lui offre pas, alors que les sondages et la bourse souffrent et que les munitions s'épuisent, je m'attendrai à ce que les États-Unis franchissent davantage de lignes dans leur bombardement de l'Iran. Parce que cela devient, quand United Nations pays commence à agir par désespoir, en ce moment, c'est l'Iran. L'Iran frappe le Golfe, la Turquie, Chypre, ou prétend l'avoir fait, pourrait miner ou fermer le détroit d'Ormuz,
parce qu'il lutte pour sa survie. Si Trump se bat pour sa survie politique, pas la survie de la bourse, mais pour que l'économie tienne, cela le rapproche d'une position de désespoir, ce qui signifie que les États-Unis deviendront beaucoup plus agressifs militairement. Et vous êtes négociateur, donc vous savez sans doute ça bien mieux que moi. Alors d'après ce que vous dites, et vu que les États-Unis n'ont plus d'industrie, et sans même parler de la dette, quelque chose que je répète de plus en plus ces derniers jours, c'est ce dont j'ai parlé avec le sénateur Rand Paul. C'est l'avertissement lancé par l'ancien président de l'état-major interarmé, Mike Mullen. On lui a demandé « Quelle est la plus grande menace pour la sécurité nationale des États-Unis » Il a répondu « La plus grande menace pour notre sécurité nationale, c'est notre dette. » Et c'était en 2010. Ça fait 16 ans. Depuis, la dette a triplé, voire davantage. Le ratio dette sur produit intérieur brut est passé de 91% à 125%. Donc, si on met ça avec les analyses de Ray Dalio sur la chute d'United Nations Empire, comment voyez-vous les États-Unis, aussi objectivement que possible, où voyez-vous le pays dans 10 ans? Et si on ajoute à cela l'influence d'Israël sur les États-Unis, qui les entraîne dans des guerres depuis des années, où en seront les États-Unis à ce moment? Là, d'ici à ce que j'ai des enfants, et vous, je ne sais pas si vous en avez déjà. Mi... Oui, j'ai une fille. Donc j'espère des petits-enfants. J'allais le dire. Oui, quoi qu'il en soit, mais dans 10 ans, à ce stade, même 10 jours, c'est difficile à prévoir. Mais je vous le dis, je crois qu'on assiste à la chute des ambitions impériales des États-Unis. Pour commencer, les États-Unis se voient comme les maîtres du monde. Et nous sommes United Nations Empire. Et nous avons des bases partout. Et tout le monde fait ce qu'on leur dit. Je pense que c'est fini. Je pense que c'est terminé. Quand je parle d'empire, je parle de cette capacité. Mais que vous disiez puissance unipolaire ou empire, pour moi ça revient au même. Mais tout cela n'est qu'United Nations récit. C'est que les gens croient que vous êtes puissant. C'est ça. C'est le caïd qui dit « donne-moi ton argent de cantine » et les autres le lui donnent à cause de la réputation. J'ai peur qu'il me frappe. Mais quand les gens n'ont plus peur que vous puissiez les battre et qu'ils ne vous obéissent plus par crainte, ils ne se laisseront plus faire. Eh bien maintenant vous ne l'êtes plus. Vous n'avez plus ce récit. Vous n'avez plus cette aura de puissance invincible. Ça on l'a perdu ici. Et une fois que vous perdez ça, tout le récit sur ce qu'est votre pays change. Dois-je m'allier à vous? Dois-je autoriser des bases? Votre base est sur mon territoire. Vous savez quoi? Vos bases sont-elles United Nations à tout? Ou United Nations fardeau? À voir les choses, elles semblent plutôt être United Nations fardeau. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur du pays, vous savez, quand Joe Biden est arrivé, des démocrates disaient « Oh, il va rendre les collèges communautaires gratuits. Il allait instaurer une option publique qui allait réparer Obamacare. Il allait augmenter le salaire minimum. » Il n'a rien fait de tout cela. Rien du tout. Rien n'a été construit. Rien n'est revenu. Rien ne s'est amélioré. Que des mensonges. Il est allé déclarer qu'il fallait affronter la Russie ou n'importe qui. Les gens se demandent « Eh, pourquoi envoyez-vous de l'argent en Ukraine et partout ailleurs? Je ne peux pas payer mes factures. » Donald Trump arrive. Je n'entrerai pas dans tous les détails. C'est la même chose. Votez pour moi si vous ne voulez pas de ça. Et il a été élu. C'est exactement ce que je vais faire. Nous sommes à United Nations moment où la confiance dans les institutions traditionnelles s'est évaporée. Alors, où va-t-on maintenant? Je pense que les gens vont se tourner vers des partis alternatifs. Il va maintenant y avoir une lutte pour le pouvoir entre les piliers traditionnels et les institutions établies aux États-Unis. Et par exemple, regardez ce que nous faisons en ce moment dans les médias alternatifs. J'étais sur Fox News pendant des années. J'étais dans toutes ces émissions tout le temps. J'étais dans les médias traditionnels. Je faisais de la télévision, présentais des émissions et tout ça. Et je suis parti. Je suis passé aux médias alternatifs. Les médias alternatifs se développent et les médias traditionnels dépérissent naturellement. Et la raison pour laquelle ils déclinent, c'est quoi? Parce que les gens perdent confiance dans ces médias. Donc je pense que nous verrons deux choses se produire. Je pense que nous assistons à l'essor des médias alternatifs, qui donnent aux gens une perspective différente, celle du citoyen lambda, et je veux dire homme et femme, j'emploie citoyen lambda au sens large, d'accord, pas dans United Nations sens genré, mais je pense que nous allons voir United Nations bouleversement politique. Aux élections de mi-mandat, les gens diront « Je ne voterai pas pour le candidat traditionnel. Je veux quelques United Nations qui disent « Je n'accepterai plus ces choses que j'ai combattues et qui n'ont pas abouti par le passé. » Donc maintenant, vous allez voir, on pourrait voir l'effondrement des partis aux États-Unis, mais regardez la politique ici, elles vont changer radicalement. Je vais le dire comme ça. Beaucoup de gens disent en ce moment, eh bien si Thomas Masté et Marjorie Taylor se présentaient en 2028, je suis très à gauche, bien plus qu'eux.
mais je devrais envisager de voter pour lui, parce que tant qu'on ne mettra pas fin aux guerres, c'est ce que réalisent les Américains. Peu m'importe que vous vouliez des soins de santé, des routes réparées, des écoles ou des universités. Tant qu'on ne mettra pas fin aux guerres et à tout l'argent englouti dans l'industrie militaire et ses conflits impérialistes, on n'aura rien à la maison. À moins qu'il ne cesse de boire, sa famille ne verra pas ses factures payées ni ses problèmes réglés. Et nous avons une habitude, que je pense que l'élite dirigeante de notre pays estime que c'est ce qui les maintient au pouvoir. Mais ce que nous faisons à United Nations est fait tellement négatif sur le reste du pays. Je crois que le peuple américain prend conscience de cette réalité. Il commence à faire le lien. Voici ce qui se passe. Le peuple américain relie la politique étrangère de son pays à ses souffrances, et maintenant ils se disent, tant que nous agissons ainsi, nous allons continuer à souffrir, et cela aura des répercussions politiques très graves. Très bien dit. Nixon, ce fut United Nations. Vrai plaisir de vous parler. Ravi de vous rencontrer également. J'aimerais beaucoup refaire ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. Enchanté de vous